Je souhaite la bienvenue pour ce 6e webinaire d'une série de 15 des webinaires de la semaine 42. Nous avons le plaisir d'accueillir Didier Houpi du groupe Orange, qui se présentera plus en détail lui-même et qui abordera aujourd'hui un premier thème autour de la cybersécurité du mobile. Il interviendra une nouvelle fois jeudi sur une autre thématique. Donc pour la bonne organisation du webinaire, essayez si possible de couper les micros en arrivant. On les réactivera en fin de séance pour les questions-réponses. Et en attendant, posez vos questions par le canal chat de manière à ce que Didier puisse y répondre au fil de l'eau ou en fin de présentation. Voilà, bon webinaire et à tout à l'heure pour la clôture. Très bien, écoutez, à mon tour, je vais me présenter. Donc Didier Houpi du groupe Orange. Et au sein du groupe Orange, je travaille dans une entité qui est l'agence Pro PME Grand Nord-Est et avec en charge du développement du marché. Et notamment dans l'ensemble de mes missions, j'ai une mission principale qui est celle de l'acculturation et l'intégration de la transition numérique pour aussi bien de force de vente que vous pouvez retrouver en boutique par exemple, mais aussi auprès des professionnels. Et voilà, je suis rentré là-dedans il y a un petit bout de temps puisque j'ai eu la chance, vraiment la chance à un moment d'intégrer un projet qui était celui de la création de la première boutique web d'Orange, qui est devenue maintenant voilà la boutique Orange. Et voilà, fort de cette expérience-là, j'ai effectivement continué à travailler sur tout ce qui était digitalisation, transition numérique, et notamment visibilité sur le web, sujet que j'aborderai à ce moment-là dans le webinaire de jeudi prochain. Bien, écoutez, démarrons la présentation. C'est calme, c'est bon. Écoutez, je vais vous partager mon écran, carrément. Voilà. Et donc, vous allez certainement voir ma page d'introduction. Et donc là, effectivement, le sujet aujourd'hui, on va vous parler de cybersécurité. Alors, je vais bien sûr attaquer par des chiffres, par des revues de presse. Bon, voilà, je continue aussi effectivement à faire de la veille sur tout ce qui se passe au niveau sécurité. Ça fleure de tous les côtés. Je prendrai peut-être juste pas, voilà, pas vous asséner de chiffres ou d'informations. Je prendrai juste le dernier exemple de la société Lise Charmel qui a été effectivement dernièrement, c'est très, très récent, attaqué par un logiciel de ransomware et qui malheureusement a dû déposer euh, pratiquement le bilan, voilà, est en redressement judiciaire par rapport au fait que voilà, le ransomware a bloqué tout l'accès au système d'information et notamment à toute la partie production et la partie gestion client. Les impacts sont absolument majeurs pour une société. Deuxième information que je voulais aussi partager avec vous, c'est que bien sûr, c'est un énorme marché où beaucoup gagnent beaucoup d'argent sur le sujet. Concrètement, voilà, aujourd'hui, enfin l'année dernière, le marché est évalué à peu près à 600 milliards d'euros, ce qui correspond, allez, je vous donne, en gros, c'est 2 fois le marché de la drogue dans le monde. Donc, on voit que la cybersécurité rapporte 2 fois plus d'argent. Et donc, on peut, à partir de là, comprendre que certains malins puissent s'infiltrer dans la démarche. Évidemment, 80% des entreprises qui ont déclaré déjà avoir subi une attaque, quelle qu'elle soit, mais voilà, dont on s'est aperçu, c'est peut-être aussi pour ça qu'on prend la parole sur le sujet, c'est que depuis mars 2020, voilà, date tristement célèbre, hop, voilà, vous me voyez bien toujours? Ok. On vous voit très bien. On voit plus la présentation, mais on vous voit très bien. D'accord. J'ai vu que j'avais un petit, voilà, je reviens là-dessus. Partager, voilà. Là, vous reprenez ma présentation? Oui, très bien. Ouais, très bien. Ouais, donc voilà, on voit, ce que je suis en train de dire, c'est que depuis mars de 2020, on voit qu'il y a une augmentation de plus de 600%. C'est énorme, une explosion
je veux dire, de toutes les attaques qui sont, on va dire, des attaques faciles à faire, que sont les attaques de phishing ou les attaques d'applications malveillantes. Et donc là, c'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de toutes les attaques qu'il peut y avoir, parce que là, vous voyez à l'écran, donc je vais baisser, effectivement, je vais baisser ça, je vais remettre en plein écran. Je ne vais pas vous parler de termes très techniques au niveau de l'ingénierie sociale ou voilà des ransomware, voilà, etc., ou de défaçage de sites web. Moi, je voulais attirer l'attention, c'était le sujet de la discussion d'aujourd'hui, c'était qu'en fin de compte, on s'aperçoit que dans 93% des cas, je veux dire, les malversations, ou en tout cas les attaques arrivent à se dérouler tout simplement parce que c'est l'humain, c'est nous-mêmes qui sommes, et surtout aujourd'hui avec l'utilisation du mobile, qui sont pratiquement, je veux dire, les portes d'entrée des hackers. Alors, pourquoi? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, le terminal mobile, celui qu'on a, je veux dire, notre, voilà, petit iPhone que j'ai là, quoi, je veux dire, c'est devenu un véritable outil de travail. C'est avec ça qu'on bosse. Et les fonctionnalités sont absolument, je veux dire, fantastiques. Alors, c'est vraiment cet angle d'attaque qui aujourd'hui est le plus important. Qu'est-ce qu'on peut récupérer sur votre mobile? Plein de choses. Bien sûr, on va pouvoir récupérer vos identifiants qui sont stockés, vos mots de passe connectés à Facebook, mots de passe pour vous connecter, je veux dire, à votre au SI de votre entreprise, hein, si vous avez possibilité d'avoir cette possibilité. On peut aussi récupérer l'ensemble des Wi-Fi que vous avez créés avec les codes. Donc voilà. Et donc on voit que voilà, ce petit terminal qui est vraiment l'ordinateur est vraiment une source d'information absolument formidable pour l'ensemble des hackers. Concrètement, tout se vend. Pourquoi les hackers se mettent dans cette démarche-là? Parce que tout est vendable sur le black market, quoi. Concrètement, je veux dire, si un hacker arrive à récupérer votre identité complète, c'est-à-dire identité complète, c'est nom, prénom, date de naissance, mon adresse postale, où j'habite, mon adresse mail, eh bien tout ça c'est vendable. Voilà, 70 $ sur le black market. Ça c'est formidable, ils arrivent à récupérer une manne assez importante. Bien sûr, vous avez d'autres informations qui sont largement moins rentables, hein, mais moins rentables, moins chères, vendues moins cher, comme une adresse email, je veux dire quelques millièmes de centimes. Mais imaginez si vous pouvez récupérer à partir de votre mobile. Moi, j'ai sur mon mobile, j'ai pas loin de 700 contacts, 700 x 10 x 100 x 1000 x 10 000. Ça commence déjà à faire un petit peu d'argent à récupérer. Et tout ça, je veux dire, pour un investissement minime. Concrètement, je vous montrerai tout à l'heure la création d'un hotspot Wi-Fi. Voilà, pour 80 €, je peux, je veux dire, comment dire, créer une sorte de faux hotspot Wi-Fi, et je vais pouvoir, sur une journée, notamment dans un salon, essayer de voilà, récupérer, je veux dire, une centaine ou 200 ou 300 mots de passe. On va voir directement ce qu'on peut récupérer. Et à partir de là, je peux faire vraiment fructuer, voilà, faire fructifier, je veux dire, mon investissement qui va être minime. Je vous parlerai aussi tout à l'heure d'une deuxième solution qui permet je veux dire, pourquoi pas de modifier une application mobile, 3 fois rien, avec Word ou alors un éditeur de texte. Je peux rajouter 2 lignes de code qui vont me permettre effectivement de prendre la main sur votre mobile. Donc aujourd'hui, je revenais sur la stratégie des hackers. C'est quoi la stratégie des hackers? Concrètement, aujourd'hui, pour pouvoir attaquer un système d'information hyper verrouillé tel qu'on peut avoir au niveau des institutionnels, au niveau des grosses entreprises, il y a tellement de pare-feux, de procédures de sécurité que voilà, ça devient de plus en plus difficile. Et donc, le choix a été fait effectivement de rentrer par la petite porte, qui est en fin de compte le mobile qu'on a, le mobile que des fois on prête à ses enfants, qu'on laisse traîner sur le bureau. Et des fois, quand on reçoit un email, on fait pas attention aux pièces jointes qui sont fournies avec. Et l'ouverture d'une pièce jointe, d'un email qui peut être totalement, comment dire, bien imité, ce qu'on appelle le phishing,
voilà, en vous disant que c'est tel opérateur ou tel fournisseur d'accès ou tel, pourquoi pas au niveau électrique, au niveau bancaire, ben, on peut donner des informations sans réellement y faire attention. Et c'est à partir de là que, pouvant prendre un peu la main sur votre mobile, il suffit à un moment de fouiller vos contacts pour déterminer, pourquoi pas des contacts de personnalités importantes, une personnalité publique, et de leur envoyer un email qui est aussi un email de phishing, et en espérant effectivement que pouvoir remonter, je veux dire, la piste jusqu'à quelqu'un qui va télécharger le logiciel qu'il ne faut pas, et derrière leur ouvrir la porte. Donc aujourd'hui, c'est une réelle préoccupation à avoir, c'est votre utilisation perso, hein, pro et perso, parce que le mobile pro, on l'a pour un mobile professionnel, mais on l'utilise à titre personnel. Il faut avoir une extrême vigilance par rapport à ça, justement, cet angle d'attaque que les hackers se sont désormais mis en place mettre actuellement en place. Concrètement, voilà, on va partir là maintenant, c'était la phase d'introduction, et on va rentrer dans des petits détails. Alors, excusez-moi, mais ça va être une succession, je veux dire, de petits détails qui peuvent vous apparaître comme étant des petits détails, mais je me suis permis quand même de réappuyer sur le sujet, parce que lorsque je me retrouve souvent en conférence en physique avec les personnes en face de moi, je repose la question, et j'avoue qu'il y a toujours, voilà, dans l'assemblée, à peu près entre 20% et un tiers des personnes qui disent: «Ah oui, gasp, j'ai pas fait gaffe». Donc effectivement, la première chose, le code d'accès sur votre mobile. Donc c'est vrai que on a toujours il y a encore quand même encore des personnes qui utilisent un code à 4 chiffres qui est la date d'anniversaire. Moi, je suis né le 18 avril, j'aurais pu mettre 1804, ou le code postal pas le code postal, mais voilà, 6700, etc. Ou le date d'anniversaire des enfants. Bon, voilà, ça c'est des choses qu'il faut absolument proscrire. Et il y a encore, je veux dire, certains qui se disent, ok, je ne fais pas trop attention à ça. Deuxième chose, c'est l'importance du verrouillage de l'écran dès que vous l'éteignez. Souvent, et par souci de confort, on met, je veux dire, en fin de compte, le verrouillage du téléphone 2 minutes ou 5 minutes après, une fois qu'on a éteint l'écran, tout simplement parce qu'on se dit, ben voilà, je vais appuyer sur la touche, et puis voilà, si j'ai oublié de faire quelque chose, ben, au bout de 30 secondes ou 1 minute, je le rallume, pas de problème, je gagne du temps, etc. Sauf que, ben, effectivement, si vous le faites piquer, les voleurs auront toute l'attitude, je veux dire, d'entrer dans votre mobile et de faire en sorte qu'il ne soit pas éteint pour pouvoir récupérer un maximum d'informations. Ça, vous allez me dire, c'est somme toute très basique, mais je le dis quand même. Et ensuite, je termine aussi par l'importance du changement de code sur la carte SIM. Je le dis parce que voilà, pose la question, il y a quand même toujours 20 à 30% des personnes qui disent, OK, je ne l'ai pas changé. Et je vais juste donner une petite anecdote sur le sujet. Et actuellement, on est en cours d'instruction pour un cas client vraiment très concret. Ce cas client, c'est quoi? C'est un professionnel du BTP, fermeture de l'entreprise au mois d'août. Il laisse son téléphone mobile dans son bureau en disant, voilà, c'est mon mobile pro, je ne vais pas y toucher, je prends des vacances. Un employé avec lequel il est en difficulté pique le mobile. Évidemment, il y avait un code d'accès sur le mobile, n'a pas pu accéder, je veux dire, au mobile en lui-même, a ouvert le mobile, a pris la carte SIM, a testé la carte SIM sur un autre mobile, s'est aperçu que les cartes SIM étaient à 4 fois 00, est parti à l'étranger, a communiqué un maximum. Je veux dire, alors bien sûr, il a reçu des SMS pour dire attention, vous dépassez votre quota de data, attention, surfacturation, etc. Il a chaque fois validé, ok, pas de problème, j'assume. Et le professionnel, le patron, s'est retrouvé avec une facture de pas loin de 5000 euros à payer. Et là, bah, pourquoi je dis que c'est en instruction, c'est que effectivement, le fait d'avoir laissé le code PIN de la carte SIM à 4 fois 0 est considéré, je dirais, c'est à lire aussi dans les conditions générales d'utilisation, quoi. Et ça, c'est pour tous les opérateurs, comme la même démarche qu'il avait eue, voilà, comme s'il avait communiqué son code confidentiel de carte bancaire à une personne. Donc là, il se retrouve, bien sûr, commercialement, on négocie, ça va être traité. Mais voilà, quand même, voyez la surprise. Donc voilà, je me permettais quand même, là, en 5 minutes, de passer sur le sujet. Deuxième sujet, c'est vraiment la réelle importance des mots de passe.
On dit toujours que le mot de passe doit avoir entre 8 et 12 caractères et englober des majuscules, des caractères spéciaux, des chiffres, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc voilà, je vous ai mis une petite astuce que voilà que j'ai pas inventée mais que j'ai récupérée sur le site de la CNIL, c'est de voir comment organiser et comment gérer ces mots de passe. Donc vous avez effectivement cette solution qui est d'avoir une phrase en tête et d'avoir une traduction, on va dire, phonétique de cette phrase en tête, ou d'avoir aussi une autre phrase en tête et d'avoir non pas la traduction phonétique, mais la traduction, on va dire, le codage en prenant les premières lettres de la citation. Ça permet effectivement d'avoir quelque chose qui est facile à retenir. Alors évidemment, chaque mot de passe va être voilà, tout hacker va pouvoir, enfin tout hacker, non, un hacker bien confirmé va pouvoir bien sûr retraiter un mot de passe, mais je veux dire, au moins vous avez ici voilà 99% de chance effectivement que ce mot de passe soit pas détecté. Concrètement, après on termine, vous en verrez dans la présentation, vous avez aussi des liens. Je pense que vous connaissez la Hack Academy. Ou si vous la connaissez pas, ce sera un moyen vraiment de la découvrir de manière c'est toute une série de vidéos qui ont été comment dire, créées par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité informatique, dans laquelle Orange est d'ailleurs aussi partenaire. Et bon, c'est vraiment des vidéos ludiques qui durent 2 minutes. Vous irez voir Jenny. Et bah, Jenny arrive à retrouver un mot de passe tout simplement en utilisant le nom du chien de la personne qu'elle veut hacker et tout simplement en allant rechercher des informations sur les réseaux sociaux, voilà, et en s'apercevant qu'aujourd'hui, malgré tout, bah, la majorité des mots de passe qui existent, bah, ça fait toujours référence à quelqu'un de proche, à un événement proche, et donc il y a toujours effectivement moyen, par déduction, de le trouver. Alors je termine après en disant, bon, évidemment pour chaque site Internet, voilà, quand vous allez aller sur des sites Internet différents où on va vous demander des mots de passe de connexion, évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'avoir pour chaque site un mot de passe différent. Surtout, surtout pour chaque compte mail, vous allez avoir d'un côté les mails pro, d'un côté les mails perso. Vous allez certainement avoir plusieurs comptes mail, d'avoir pour chacun un mot de passe différent. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais écoutez, il va falloir se rappeler tout ça. Sauf que si jamais vous avez effectivement pour chacune de vos boîtes mail des mots de passe qui sont les mêmes, il sera très facile de faire tomber l'ensemble des dominos et d'avoir accès à toute votre vie. Et pourquoi pas effectivement derrière l'impact, c'est qu'on va pouvoir carrément voilà, vous piquer votre vie digitale. Donc, vous allez me dire, OK, un mot de passe différent pour chaque boîte mail, un mot de passe différent pour chaque site, mais comment je vais m'en sortir? Je ne vais pas retenir une quarantaine de phrases. Donc, il y a peut-être une petite astuce par rapport à ça, c'est de se dire, OK, d'un côté, j'ai comment dire, ma phrase générique qui est en fin de compte une racine de mon mot de passe. Et après, je vais me donner possibilité après de rajouter trois caractères, par exemple, qui vont me donner, je veux dire, une extension propre à l'application que je vais utiliser. Je prends un exemple. Je peux utiliser effectivement cette phrase-là, que je vais peut-être raccourcir. Et lorsque je vais pouvoir me connecter, par exemple, sur le site je prends l'exemple de Oui SNCF, hein, parce que j'ai un compte sur Oui SNCF pour gérer mes trajets de train. Eh bien, bon, comme je suis un peu provoque, ben, je vais mettre non. Ça, je m'en rappelle. Quand je vais me connecter sur un autre site, eh ben, je vais mettre peut-être les trois consonnes de ce site-là. Je prends l'exemple, bon, je peux donner un exemple, hein, personnel, Fnac, voilà, je fais FNC. Quand c'est mon mail 1, ben, je vais mettre un arrobas 1, et puis après, le deuxième, je vais mettre un arrobas B, en mettant des chiffres pairs, c'est des lettres, et les chiffres impairs, c'est des chiffres. Voilà, voilà, c'est un peu. Et j'ai l'ordre dans la tête. Ou alors, sinon, il y a carrément une autre solution, si vous voulez, et notamment pour les sites, c'est carrément d'oublier votre mot de passe. Concrètement, il y a aussi une solution de sécurité qui est de se dire, OK, je mets le mot de passe n'importe lequel, et lorsque je vais devoir me reconnecter, quand je vais me reconnecter à la fois suivante,
le mot de passe, je ne le connais plus, je ne le connais pas. Et donc, bien sûr, tous les sites vont vous proposer mot de passe oublié, envoyez-moi un nouveau message avec un nouveau mot de passe qui soit sera un mot de passe temporaire que j'utiliserai, voilà, je me connecte, ou soit un mot de passe que je vais réinitialiser, et tant pis, je l'oublierai, et à chaque fois, je ferai cette manipulation. Certes, elle est un petit peu plus longue, mais au niveau sécurité, c'est aussi un des éléments à prendre en compte. D'où l'importance, par rapport à cette démarche-là, que votre boîte mail sur laquelle vous allez effectivement recevoir les messages et que vous allez gérer pour vous connecter, celle-là soit hyper robuste. Et je pense que s'il y a vraiment une chose à ressortir de là, c'est que votre compte mail, ça doit être effectivement le plus robuste possible. Je regarde si vous avez des questions par rapport à ça. Non. Je continue à partager. Voilà, je vous mets une photo. Et voilà, c'est une photo de mon étagère là, que j'ai prise il y a un peu de temps, c'était au mois d'octobre 2019. Si je mets cette photo, donc je l'ai prise à partir de mon téléphone mobile. De fait, mon téléphone mobile me dit, enfin, automatiquement, on me dit, ben voilà, vos photos seront pour votre confort, vos photos vont être géolocalisées. J'ai rien changé, je me suis pas penché dedans. Et qu'est-ce qui se passe? Cette photo que vous avez sous les yeux, si je la poste sur les réseaux sociaux, donc ça aurait pu être une photo, je veux dire, de moi au travail avec mon équipe, ça peut être une photo de moi, je veux dire, lors d'une manifestation quand je rencontre une personnalité publique, bref, etc., quoi. Si je mets cette photo sur les réseaux sociaux, il m'est très facile, et donc là, c'est uniquement la copie écran d'un autre mobile que j'ai prise, de d'ouvrir la photo, de taper sur information et de savoir où la photo a été prise. Donc là, concrètement, bah voilà, vous voyez un peu où j'habite. Je discutais avec Monsieur Kolb là, tout à l'heure, malheureusement, j'étais encore il y a 4 ans strasbourgeois habitant rue des Lentilles à Strasbourg. Bah là, vous voyez que maintenant, mon adresse est Emaxéville, Meurthe-et-Moselle. Je vous ai quand même caché le numéro de la rue, quoi. Le nom de la rue, mais vous avez le numéro 2, rue Sainte, voilà. Donc, il y a tout à fait moyen de savoir où vous habitez. Et il suffit à un moment d'un message que vous allez passer sur les réseaux sociaux en disant coucou, très bien, je suis parti en vacances. Bien pour savoir que votre logement, en fin de compte, en déduire facilement que votre logement est aujourd'hui libre, qu'il est en toute capacité à être cambriolé ou voilà. Donc on peut vous suivre à la trace sur ces données de géolocalisation. Donc on vous a mis en bas de la présentation l'astuce effectivement de gestion des paramètres de l'application. Et là, je pense que c'est important, effectivement, alors, bien sûr, il y a des sites ou des applications qui ont besoin de votre géolocalisation, telles que des applications de GPS, mais voilà, soyez vigilants sur l'ensemble des applications que à qui vous allez donner certaines autorisations. On y reviendra après. Ensuite, passons à un sujet assez important. Le fait de télécharger des applis en dehors des stores officiels. Donc, je pense que chacun d'entre vous, on n'a pas pris, je veux dire, le loisir ou en tout cas la liberté d'aller télécharger des applis sur des sites internet divers et variés. Sauf que je reviens par rapport à ce que je disais tout précédemment, si votre mobile traîne sur le bureau et que par un certain moment vous avez des enfants qui veulent l'utiliser mais qui sont toujours très malins pour connaître votre code d'accès et que les enfants, voilà, parce qu'ils ont eu une information en SMS ou une petite info en disant on va sur le site là pour télécharger tel site, voilà à quel risque vous allez vous exposer. Je prends l'exemple d'une petite appli de jeu très connue qui était, dans son lancement, a été au départ uniquement mis à disposition aux États-Unis. Certains petits malins en France se sont dit, ben, je vais utiliser ce filon-là, je vais envoyer quelques petits messages sur les réseaux sociaux en disant, écoutez, sur les réseaux sociaux, en disant, voilà, aux interlocuteurs, coucou, j'ai l'appli à dispo. Je peux vous la mettre à dispo avant qu'elle arrive en France. Où j'ai une application absolument superbe, etc. Et il suffit à un certain moment de récupérer l'application, de l'éditer à partir
comme je disais tout à l'heure, de Word ou d'un Notepad, le logiciel qu'on a gratuitement sur Windows, de rajouter 2 lignes de texte qui donnent, comment dire, qui vont pas du tout changer l'application, hein. Je veux dire, au niveau de sa visibilité, au niveau des fonctionnalités, il n'y a rien de changé. On rajoute 2 lignes de texte, de code, qui, en fin de compte, euh, vont permettre, je veux dire, comment dire, l'envoi de votre adresse IP ou de l'adresse MAC de votre mobile, vous savez, l'adresse informatique de connexion, sur un serveur. Et il suffit ensuite d'aller sur le serveur, se connecter à l'adresse IP, et puis je vais vous montrer la page à l'écran, voilà, et d'avoir quelques informations sur votre mobile. Alors là, c'est une démonstration qu'on a faite en réel. Donc j'ai un petit mobile sur lequel, effectivement, ce petit iPhone tout bête là que j'ai acheté 30 euros d'occasion, quoi. J'ai mis une application vérolée et à partir d'un simple PC connecté, je peux être à Toulouse, Bordeaux, Marseille, ben, je peux rentrer à partir du moment où mon mobile est connecté, je peux rentrer sur le mobile. J'ai sous les yeux le PC qui va utiliser, voilà, que je vais utiliser pour la connexion. Je connais l'adresse IP du téléphone mobile. À partir de moment-là, j'ai téléchargé avant tout une petite application qui est gratuite, qui s'appelle SpyNote, qui est, voilà, vous tapez SpyNote et vous allez pouvoir la télécharger sur le web sans passer par le dark web. Elle est à disposition. Et à partir de là, j'ai un petit menu très facile d'utilisation. Je veux dire, il y a même des vidéos qui expliquent comment fonctionne l'application, hein. Certes, elles sont espagnoles ou russes, mais voilà, on voit très bien comment ça fonctionne. Et à partir de cette application que j'ai sur mon PC, je peux, écouter vos conversations sans que vous soyez au courant. Je peux voir toutes les applications que vous avez installées. Je peux récupérer par un simple copier-coller la liste des Wi-Fi auxquels vous êtes connecté avec les mots de passe des Wi-Fi. Je peux prendre la main sur votre caméra. Donc concrètement, je peux prendre une photo voilà, à partir du mobile. Je peux même récupérer, je veux dire, si je fais ça, vous me voyez là, comme ça, on va pouvoir me voir, la personne qui va le faire va pouvoir me voir. Et lorsque je regarde mon mobile, il ne s'est rien passé. Je ne vois pas qu'une photo a été prise. Parce qu'effectivement, je vais prendre la photo et hop, directement, ça va l'effacer de votre mobile et derrière, vous ne verrez rien. Je peux envoyer des SMS à vos correspondants qu'il y a dans votre boîte, voilà, dans votre mobile, dans vos contacts, sans que vous voyez que des SMS sont envoyés. Donc, à un certain moment, la personne va recevoir un SMS en disant ouais, mais que m'as-tu envoyé? Je comprends pas. Là, attention, là, le SMS a bien été envoyé, mais vous ne voyez pas sur votre mobile. Et bien sûr, je vais prendre je vais avoir tout le contrôle sur votre mobile et vos mots de passe. Et, voilà. Et je termine là-dessus, m'amuser avec un petit lecteur de carte SIM, hein, je veux dire, à cloner votre carte SIM et en fin de compte à déclarer sur les réseaux que désormais la nouvelle carte SIM, c'est celle-là, celle qui a été clonée plutôt que la vôtre. Et donc j'ai votre téléphone mobile et j'ai toute votre vie qui a été usurpée. Et donc extrême vigilance par rapport à ça, par rapport au téléchargement d'appli. Concrètement, vous allez me dire ouais, est-ce que c'est pas sécurisé au départ? Là, je vais prendre un parti pris et c'est vrai que du côté iOS et notamment Apple, toutes les applications qui sont à dispo sur le store d'Apple ont été vérifiées au préalable pour voir si effectivement il n'y avait pas des lignes de code qui étaient malveillantes. Du côté Android, vous avez aujourd'hui des applications qui sont mises en ligne. Et aujourd'hui, on peut dire, même si voilà, Google travaille réellement, je veux dire, à cette vérification, on va dire une vérification qui se faisait, je veux dire, plutôt a posteriori par rapport aux avis des utilisateurs. Mais en tout cas, vous voulez télécharger une application, n'allez jamais en dehors des sites des sites officiels que sont l'Apple Store et Google Play pour aller installer des applications.
Je continue. Ensuite, on est cinquième chapitre sur la partie application en elle-même. Je veux dire, des applications que vous allez pouvoir télécharger, gratuites, souvent, très souvent. Il faut juste savoir, effectivement, je le rappelle, et vous en êtes tous conscients, quoi. Quand c'est gratuit, ben, c'est vous le produit, c'est nous le produit. Et quand on dit c'est nous le produit, c'est quoi? Eh bien, voilà, je vous ai fait tout simplement la copie écran de mon mobile d'une application, une célèbre application que j'ai téléchargée, quoi. Bien sûr, ce qui est toujours intéressant, c'est d'aller voir les à propos de l'appli. Voilà la première page. La deuxième page, vous avez effectivement des informations concernant l'application. Et il faut toujours, et c'est toujours bien fait, quoi, toujours descendre jusqu'en bas pour voir quelles sont les autorisations que vous allez donner à l'application. Et là, on voit souvent que cette application, qui va permettre effectivement de faire quelques soldes, etc., l'application va vous demander d'avoir accès à vos contacts. Et c'est nous-mêmes qui, lorsqu'on télécharge cette application, donnons l'accès aux contacts. Alors, je veux bien que cette application ait accès aux contacts, pourquoi pas, quoi, je veux dire, parce que très bien, on sait que c'est une application plutôt, on va dire, connectée au réseau social. Ben, bien sûr, la stratégie du réseau social, ça va être effectivement d'augmenter son audience, d'augmenter ses abonnés, et peut-être que cette application va utiliser les contacts que vous donnez à l'application, je veux dire, pour augmenter son réseau avec des petits messages qu'elle peut envoyer de manière personnelle pour dire coucou, voilà, cette application peut peut-être vous amener du bienfait, etc. Bref, à faire un peu de marketing direct derrière. Concrètement, je vous encourage vraiment, avant de télécharger une application, de voir quelles sont les informations que l'application voilà, va récupérer, les autorisations que vous allez donner, quoi. Concrètement, j'aurais pu aussi vous mettre un autre exemple d'une application. J'ai pris une fois une application de mathématiques, je veux dire, pour faire des courbes. Voilà, j'avais mon fils qui voulait, voilà, de manière, bon, voilà, je me rappelais plus trop ce qu'il fallait faire, mais enfin, j'avais une application qui permettait de faire des courbes par rapport à une équation mathématique. Et je me suis aperçu que cette application, effectivement, me demandait mes contacts, me demandait ma géolocalisation, et me demander aussi, je veux dire, pour pouvoir y accéder, voilà, de me connecter, et pourquoi pas avec mon compte Facebook. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Donc, incidemment, si vous voyez qu'une application vous demande des autorisations qui ne sont pas, je veux dire, restreintes uniquement, je veux dire, dans le champ réel des services qu'elle va vous rendre, soyez très vigilant, je veux dire, à l'installer. Alors, bien sûr, une application de GPS, c'est normal qu'elle ait l'accès à votre position. Maintenant, sur iOS et puis aussi sur Android, vous pouvez décider que cette application n'a accès à votre position que lorsqu'elle est active, plutôt que cette application ait accès à votre position, quelle que soit l'heure, le temps, même si l'application est éteinte. Donc voilà, extrême vigilance par rapport au préalable, je veux dire, aux autorisations que vous allez donner. Après, je reviens sur ce fameux hotspot Wi-Fi. Et ça arrive beaucoup dans les salons, et il y a vraiment des entreprises commencent à être extrêmement vigilantes sur le fait que quand on arrive dans un salon, il est plutôt bien conseillé de ne pas se connecter au Wi-Fi. On est en capacité très 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 simple de créer un faux hotspot Wi-Fi. Vous savez tous que voilà, vous prenez votre mobile, et on peut tous, à partir du mobile, générer un partage de connexion. D'accord? Donc le partage de connexion, je peux créer, je veux dire, un Wi-Fi salon média 4712, voilà, et je peux le laisser ouvert sans mot de passe, ou même si je suis un peu plus malin, je peux même, en fin de compte, apposer des affiches en disant à différents endroits du salon, en disant Wi-Fi à votre disposition, salon 40 média 4712, le mot de passe sécurisé, voilà, mot de passe 4712 slash astérix, etc. Ce mobile-là, je le planque quelque part. Ce mobile-là, avant de faire ça, j'ai acheté un petit ordinateur. Alors là, je suis désolé avec le fond d'écran.
je pense que vous me voyez si je le mets là, c'est c'est ce qu'on appelle un Raspberry qui travaille sur Linux, acheté sur Internet, 35 euros. Là, dans la main, c'est un ordinateur que j'ai. Voilà, je me mets là. Vous voyez bien. Il coûte 35 euros, cet ordinateur. D'accord? Je couple cet ordinateur en Bluetooth avec mon téléphone. Je rajoute à côté une petite batterie. Je remets la batterie ici, voilà, petite batterie, acheté 10 euros sur Internet. Donc voilà, j'en ai ici pour aller 80 euros. D'accord? Je planque ça dans une boîte à chaussures, un sac à dos, derrière un stand, etc., quoi. Si je le perds, c'est pas grave, je perds 80 euros, passe après par rapport à ce que je vais pouvoir récupérer. À distance, sur un PC, et je peux être pareil à Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, je vais me connecter à mon petit Raspberry qui est là, d'accord, avec son adresse IP. J'ai installé sur mon PC un petit logiciel qui s'appelle Burp Suite, qui est tout simplement un logiciel que voilà, la plupart des administrateurs de flotte de mobile utilisent dans l'entreprise, qui est à disposition sur le net. Et via ce petit logiciel, eh bien, je vais surveiller en temps réel toutes les connexions qui ont été établies par les personnes qui se sont connectées en disant chouette, un hotspot dans lequel j'ai du débit, se sont connectés sur ce hotspot Wi-Fi. Concrètement, je vais voir l'ensemble des sites consultés. Donc, il faut savoir que ça va réellement crépiter parce que c'est vrai que quand on ouvre un site et on croit ouvrir un site, une seule URL, en fin de compte, souvent les sites internet ont beaucoup de partenaires et ben, partagent ces informations avec leurs partenaires. Donc on voit que on ouvre un site, mais derrière on en a 40 qui s'ouvrent en même temps. Et surtout, je vais voir toutes les connexions. Concrètement, si vous voulez vous connecter via le Wi-Fi à votre compte Facebook, je vais voir apparaître sur ma console de supervision votre adresse mail de connexion et votre mot de passe de connexion. Et ce, même si, en fin de compte, vous avez une connexion automatique et lorsque vous allez faire la manipulation, vous n'allez pas saisir votre mot de passe. Effectivement, votre mot de passe, votre identifiant de connexion et votre mot de passe sont, sont bien, comment dire, archivés ou conservés dans votre mobile, mais chaque fois que vous allez faire la requête, vous allez envoyer ces informations. Et donc, je vais à distance pouvoir les voir. Donc, on peut, à partir de là, bah écoutez, voilà, je peux me connecter au Facebook. On va pouvoir se connecter au Facebook de cette fameuse personne que j'appelle victime, hein, puisque là, on est vraiment dans le cas d'une victime. Et pourquoi pas changer les mots de passe et puis usurper l'identité. Vous voyez, vous allez même vous connecter à votre adresse email. À partir de là, je peux récupérer l'adresse email de votre adresse email et votre mot de passe. Donc toute la sécurité que vous avez mise en place, vous allez mettre en place, notamment par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la robustesse du mot de passe, ben voilà, d'un tour de main, tout simplement parce que vous êtes connecté à un Wi-Fi qui est malveillant. Tout ça va être balayé parce que derrière, un hacker va pouvoir les récupérer. Voilà, il y a 80 euros d'investissement. C'est ça, quoi. Voilà, tout simplement ça. OK. Puis après, je termine, après d'autres informations, mais ça, c'était vraiment le message que je voulais vous faire passer, quoi. Évidemment, par rapport au phishing, et vous recevez aussi au moins 5 à 10 messages par jour, ce qui est réellement important sur le maillon faible qu'utilisent aujourd'hui les hackers, c'est que sur le mobile, on a des fois du mal à voir l'intégralité de l'adresse sur laquelle le hacker veut vous emmener. Et là, tout simplement, je vous ai mis effectivement voilà, une sorte de faux site. Alors bien sûr, on a Google Play, on a playgoogle.com, mais après, il suffit de créer voilà, pour 10 euros par an, je veux dire, on crée n'importe quoi comme nom de domaine. Il suffit de créer play.google.com-24.site. Ça, c'est, voilà, il suffit de mettre n'importe quoi et on verra que c'est disponible. Et je vous attire effectivement ailleurs que sur Google ou un autre site. Donc, extrême vigilance, effectivement, au mail que vous allez recevoir sur votre mobile. Concrètement,
ok, ça c'est certains conseils. Et maintenant, mais comment, hormis ces conseils qui sont somme toute théoriques, comment est-ce que je vais pouvoir être sûr de bien me sécuriser? Et voilà, donc Orange et cybersécurité, on a effectivement un bon conseil qui est effectivement de bien avoir sur son mobile un logiciel de sécurité, antivirus. Et on verra après, il y a d'autres possibilités qui sont données. Et voilà, la solution qu'Orange préconise donc pour les flottes entre 0 et 5. Et après, on verra sur des flottes plus importantes, on a une autre solution qui s'appelle Sandblast, qui est plutôt là effectivement pour des flottes plus importantes, mais dans le même principe que Lockout. Et Lockout permet effectivement plusieurs choses. Et ça, je vais vous montrer quelques pages écran. Donc, je vous ai mis effectivement la page écran ici de mon mobile. Premier élément permet de savoir si j'ai eu des menaces, si l'ensemble des sites que j'ai parcourus hier ou au dernier moment, hein, je veux dire, il y a quelques instants, ont été signalés suspects. D'ailleurs, s'ils avaient été suspects, Lockout m'aurait prévenu que ces sites étaient suspects et m'aurait proposé soit effectivement d'abandonner ou de prendre la responsabilité de continuer. Et puis aussi, alors là, je l'ai pas activé, mais d'activer une protection anti-vol, c'est que si jamais on vous vole le mobile, vous avez toujours la possibilité de suivre et de traquer le mobile via l'application que vous avez sur votre PC, qui permet de géolocaliser le mobile et de retrouver l'endroit où il est. Et pourquoi pas, si vous l'avez réellement, voilà, s'il est réellement volé, d'écraser toutes les données qui sont à l'intérieur de votre mobile d'un simple clic à partir d'un PC. Je vous ai parlé tout à l'heure des Wi-Fi, des hotspots Wi-Fi. Concrètement, Lockout va scanner l'ensemble des hotspots Wi-Fi que vous allez utiliser. Là, concrètement, dans le cadre d'un Wi-Fi malveillant, tel que je vous l'avais présenté tout à l'heure, va vous dire, si c'est un Wi-Fi malveillant, vous dire, attention, ce Wi-Fi-là, ne pas y aller, il semble être malveillant. Maintenant, est-ce que vous souhaitez continuer? Oui, mais c'est sous votre responsabilité. Donc là, concrètement, la petite astuce ou la petite voilà, le petit hack très artisanal que je vous ai montré tout à l'heure, là, Lockout va le détecter et vous préviendra avant que vous voilà, commenciez à trafiquer sur ce Wi-Fi. Et ensuite, derrière, ce qui est vraiment intéressant, et donc oui, j'allais oublier, et crée ce qu'on appelle, j'étais en orange, là, j'ai oublié ça. Ce qui est important, c'est que va créer pour tous les accès Wi-Fi que vous allez utiliser, ce qu'on appelle un VPN, un Virtual Private Network, qui va créer une sorte de tunnel dans la connexion Internet que vous avez, tunnel où l'ensemble des données que vous allez faire transiter vont être totalement cryptées. Et donc, un hacker tel que je vous l'avais présenté tout à l'heure ne pourra là, par contre, rien voir, hormis des codes cabalistiques. Voilà. Et bien sûr, vous avez une console de supervision et vous avez effectivement visibilité, parce qu'en fait, de compte, c'est vrai que je t'ai présenté tout à l'heure sur le fait qu'il fallait gérer application par application les autorisations que vous allez donner. Vous avez une visibilité ici de l'ensemble des applications qui ont soit accès à votre appareil photo, soit à votre micro, soit à votre téléphone, et vous allez pouvoir les gérer voilà, en fonction des autorisations que vous donnez par rapport à votre téléphone, vous dire OK, celle-là, oui, non, etc. Les gérer de manière très simple et facile. Et dernier écran, et j'arrête là dans quelques secondes. J'ai aussi installé Lockout sur ma tablette, sur mon petit iPad, et il y a une nouvelle fonctionnalité, enfin qui date déjà un petit peu, quoi, je veux dire, mais Lockout permet aussi de savoir si certaines de vos données personnelles quelque part ont fuité sur le réseau. Et là, on voit notamment que effectivement, j'ai eu une information personnelle avec une adresse mail de connexion sur une application qui s'appelle 500 pixels, donc une application de photos sur laquelle je me suis amusé à un certain moment pour faire des partages. Et là, j'ai l'information qu'un jour, mon adresse mail a été effectivement récupérée par des hackers. Et donc, de fait, immédiatement, là, maintenant ça change parce que la RGPD impose, je veux dire, à ce que ces informations parviennent avant 72 heures. Et en fin de compte, j'ai bien effectivement fait de la manipulation, de changer mon mot de passe
pour éviter toute usurpation. Et je termine, voilà, deux petits slides pour terminer. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Hack Academy. Donc n'hésitez pas à aller voir l'ensemble des vidéos qui sont très sympas, très didactiques, très ludiques. Vous connaissez certainement, mais c'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien quand même, je veux dire, de se rappeler. Ça permet de rigoler un petit peu. Et puis, je termine sur voilà, 2 adresses à bien connaître. L'adresse gouvernementale cybermalveillance, si jamais vous détectez une attaque ou vous voulez avoir des renseignements complémentaires. Et donc, toutes les informations sont à dispo. Et puis, je vous encourage aussi, moi c'est ce que je fais, voilà, je vous encourage à le faire, si un jour vous recevez un mail de phishing, on a une cellule, c'est une cellule qui est intégrée à Cyberdéfense, hein, notre service de sécurité. Vous avez une adresse email qui est à votre disposition qui s'appelle abuse@orange.fr. Vous recevez un email de phishing. Abuse Orange compile l'ensemble des mails et en fin de compte échange avec d'autres prestataires de fournisseurs d'accès pour distribution des emails et bloque les envoyeurs, ce qui ça permet effectivement de contribuer à la lutte des attaques sur le phishing. Voilà. Je vous ai mis une adresse. Si jamais vous voulez en savoir plus, effectivement, on a créé une adresse de proximité puisqu'on a nos commerciaux ou moi-même, je veux dire, on répond à cette adresse. Si vous voulez avoir plus d'informations, partenariat.orange.com. Je m'arrête là. Je suis un peu débordé, quoi, mais Non, c'était très bien. Merci beaucoup, Didier. Alors, on a 2 questions. d'accord. Enfin, il y en aura probablement d'autres. J'en ai une. Les sites internet Banque SNCF proposent de retenir mon identifiant. Est-ce problématique? Oui et non. Oui et non. Retenir votre identifiant, en fin de compte, la, vous allez, il y a deux, enfin, principalement, c'est votre navigateur qui va retenir votre identifiant et votre mot de passe. Alors, sur votre navigateur, ce qui est intéressant, c'est effectivement, vous avez automatisation identifiant mot de passe, et puis quand vous allez rentrer dans les paramètres, vous allez voir tous vos identifiants, tous vos mots de passe. Si vous avez une prise en main de votre PC, je vais prendre l'exemple de votre PC, quelqu'un qui pourra aller sur votre PC pourra rentrer dans ces paramètres de votre navigateur et puis après découvrir tous vos mots de passe. Donc là-dessus, plutôt extrême vigilance. C'est sur votre PC, surtout ne soyez pas hacké sur votre PC, n'ayez pas d'antivirus sur votre PC et ne laissez pas votre PC à disposition de tiers. J'ai une autre question concernant Lookout. Lookout étant à l'origine une entreprise américaine, un transfert de données est possible vers les US. Y a-t-il une alternative française ou européenne? Disons que si Orange a choisi de travailler avec Lookout, c'est que il y a derrière tout un cahier des charges en amont concernant, je veux dire, la sécurité des données et la robustesse, je veux dire, de la solution. Voilà ce que je pourrais dire. Maintenant, la question pourrait être aussi, je veux dire, comment dire, posée de la même manière et dans le même périmètre sur les solutions de sécurisation et de sauvegarde des données, hein, je veux dire, notamment du cloud. Donc voilà, on est autant que faire se peut, il est hyper important d'avoir des données qui sont plutôt hébergées en Europe, mais il faut aussi et surtout que la loi de RGPD, c'est ça qui est vraiment la loi la plus importante, soit réellement, je veux dire, intégrée par le fournisseur. Donc ça veut dire que loi intégrée par le fournisseur, qu'est-ce que veut dire s'il y arrive réellement un souci, c'est que derrière le fournisseur s'engage dans les obligations qu'il a, effectivement de prévenir les clients finaux, les utilisateurs finaux dans un délai de 72 heures. Sinon, 4% de son chiffre d'affaires qui est pris. Donc voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a le fait que les services soient européens, français, européens, mais ce qui est vraiment plus important, effectivement, au-dessus, c'est
la bonne intégration et la bonne conformité aux réglementations générales de la protection des données. Ok, si ça va, cette réponse? Oui, a priori, oui. Alors, j'ai une autre demande. J'ai reçu un mail qui semble être du phishing. Mhm. Je veux le transférer sur abus@orange.fr et mon outil de messagerie me demande si je veux télécharger des données extérieures au moment de l'envoi. Du coup, je fais quoi? J'envoie? Je fais rien? Ouais, moi je l'envoie parce que je sais que ces données sont, à partir de mobile, je sais que ces données sont téléchargées en cache sur D'accord? mobile et ensuite, voilà, le cache va être effacé. Hein, c'est juste à un certain moment une récupération des informations sur voilà, sur la mémoire cache pour pouvoir après les retransiter. Surtout quand c'est comme ça, souvent il y a comment dire un fichier .jpeg, etc. Surtout ne jamais cliquer, un JPEG ou un .txt, surtout ne jamais cliquer dessus. On transfère, mais on n'exécute pas ou on n'ouvre pas le fichier. Voilà, tout à fait. Encore des questions. Je ne vois plus rien sur le chat. Donc, si ça a été complet, alors pour ceux qui ont posé la question, il y aura un replay. Donc, la séance a été enregistrée. Je pense qu'on récupérera la présentation également en PDF. Tout à fait. Très bien. Et donc, on la proposera soit en téléchargement depuis un lien chez Orange, soit directement sur une page chez nous. En principe, à partir de lundi au mardi de la semaine prochaine, le temps de terminer tous les webinaires de la semaine. On vous proposera à tous de vous envoyer un email avec l'ensemble des liens vers les 15 replays, les présentations et les contacts de chaque intervenant. Voilà. D'accord. Très bien. Ouais, on fait comme ça. J'ai compris qu'il y avait une personne, monsieur, voilà, Valéra Domer ou Maria Valéra Domer qui souhaitait témoigner. Oui, oui. Vas-y, Maria, ouvre ton micro si tu veux. Merci. Oui, en fait, déjà, merci beaucoup pour toutes ces précisions, ces informations qui, quelque part, me disent, mais pourquoi j'ai un mobile? Parce que ça fait peur. Et puis, j'aimerais témoigner parce que je viens de suivre une commerçante qui s'est fait, elle a eu un phishing et j'ai pu réagir. Bon, il s'avère que cette commerçante est une amie, donc j'ai réagi très, très vite. Elle était en boutique, elle ouvre donc son téléphone avec un mail du Crédit Agricole, d'où elle est cliente évidemment, qui lui demande de cliquer sur un lien si elle veut activer un Securipass pour apporter plus donc de sécurité lors des virements. Évidemment, elle le fait, elle rentre toutes les données, évidemment, on lui demande la carte bancaire, forcément. Elle rentre tout cela. En résultat, elle, elle est redirigée vers un site, et là, c'est à ce moment-là que moi j'arrive, par hasard dans sa boutique d'ailleurs, et elle me dit regarde, c'est bien le site Crédit Agricole, ça me paraît bizarre. Je viens de donner la carte bancaire et tout ça. Je dis oula, qu'est-ce que tu as fait? Donc je regarde, effectivement, c'est le site du Crédit Agricole. Honnêtement, mais point par point. On a tout regardé en HTTPS, enfin vraiment dans le détail. C'était le site du Crédit Agricole. On voit carrément ses données bancaires, ses montants, ses comptes. On voit tout. Ah bon? Comme sur le site Crédit Agricole. Et j'ai dit, écoute, moi, si j'étais toi, je ferais une copie d'écran, mais je dégagerais tout de suite. Donc, effectivement, elle fait la copie d'écran sur le mobile. Elle sort de tout ça, elle ferme toutes les applis. Je me connecte sur son ordinateur de la boutique. Je me connecte sur le site du Crédit Agricole et je vois effectivement qu'il y a un mail qui est arrivé cette fois-ci sur le vrai site en disant merci d'avoir activé le Securipass. Sauf que je vérifie son compte et il y a une tentative de phishing de 10 000 € tout de suite direct derrière. Heureusement que c'était trop élevé par rapport au montant des virements qu'elle avait autorisé. Une autre derrière de 5 000 €.
Et alors, ce qui est étrange, c'est qu'il y en a eu une troisième 1 heure après de 1 000 €. Donc, chaque fois, ils ont essayé de baisser. Tout à fait. Évidemment, j'ai tout de suite téléphoné avec son mobile, faire opposition à la carte. Oui. On a dû changer tous les mots de passe. Et là, j'essaye de la suivre un petit peu parce que j'ai le Crédit Agricole, le siège, en ligne régulièrement parce que ça a été quand même assez important comme phishing. Ouais. Voilà, c'était juste un témoignage. Ouais, tout à fait. Écoutez, là-dessus, vous avez, enfin, votre ami a eu affaire à un hacker, on va dire assez futé. Assez futé, mais voilà, qui a compris quelques basiques. Concrètement, recréer un site web à l'identique d'un site web, c'est pas si compliqué que ça. Je sais pas si vous me voyez, j'essaie de faire le partage d'écran. Donc j'ai partagé mon contenu. Vous me voyez là ou pas? Oui, oui, on voit. Il suffit juste que je fasse un copier-coller. Je veux dire, je prends là, hein, hop, allez, je copier-coller. Je copie tout. Alors c'est vrai que je vais avoir, allez, une centaine de pages différentes comme ça, hein, qui vont exister. Je vais peut-être passer une journée ou 2 journées, je veux dire, à copier toutes ces lignes de code. Je vais récupérer le code, en tout cas le moteur qui me permet de créer ce site web, en l'occurrence c'est WordPress. Je copie tout ça, je le recolle sur un autre site et il y a moyen effectivement de faire passer le site avec un morceau du vrai site, un autre morceau où c'est du hacking, mais dans le même format. Je vais passer, voilà, quelqu'un qui est bien aguerri sur le langage Java, sur l'informatique et puis sur le HTML, CSS pour l'écriture sur le web. Il est capable de recréer ça, là, je dis, une journée ou 2 journées. 2 journées de boulot, voilà, je tombe sur un client et je me ramasse effectivement 1 000 €, 2 000 €. Et si ça marche 10 fois, je récupère 10 000 €. Ce qui est vraiment important par rapport à ça, c'est effectivement, tout comme Orange, hein, je veux dire, ou tout comme la banque, jamais, effectivement, on va vous demander de mettre vos identifiants, de mettre vos mots de passe, de mettre vos codes de carte bleue, etc. C'est effectivement, il faut faire extrême vigilance par rapport à ça, aux informations que vos interlocuteurs demandent. Si elles sont, comment dire, un peu intrusives et qu'elles débordent, je veux dire, des informations classiques, il faut pas les mettre, c'est clair. Ouais, là, c'est puissant, hein, quand même. Hein. C'est puissant. Ah oui, clairement, oui. Ouais. Et puis ça a failli lui coûter très cher quand même, effectivement. 16 000 €, oui. Elle coule la boîte, quoi. Ouais. Pour une petite commerçante, oui, ça peut être très, très grave. Voilà, c'était juste un témoignage. La leçon qu'elle a retenue et ce que je lui ai dit, c'est ne jamais cliquer sur un lien mail, mais plutôt d'aller sur le site en direct. Ouais, tout à fait. Très bien. Bon, merci beaucoup Didier. Merci à vous. Donc, rendez-vous pour le replay de cette séance en ligne lundi. Et puis, nous, on se retrouvera jeudi avec Didier pour une autre séquence sur un autre thème autour de Google, entre autres. Oui, de la visibilité sur le web. Oui. C'est ça. Bien. Merci à tous. Merci. Bonne journée à vous. Bonne fin de journée. Bonne journée. Merci.